On est le 30 mai 2009 sur la pelouse du stade Michel Dornano à Caen. Il reste encore quelques secondes à jouer, le score est de 1-0 et dans les tribunes, plusieurs milliers de supporters bordelais retiennent leur souffle. Grâce à une tête de Yoann Gouffran, les Girondins sont en train de faire une série de 11 victoires consécutives. Et lorsque l'arbitre siffle, c'est l'explosion. Bordeaux devient officiellement champion de France. Sur le banc, Laurent Blanc est aux anges. Il y a quelques mois à peine, c'était encore un coach novice, sans expérience. Pas grand monde ne l'imaginait capable de gérer un vestiaire et encore moins de l'emmener jusqu'au sommet. Et pourtant, ce soir-là, il tient son premier titre en tant qu'entraîneur. À cet instant précis, Bordeaux vient de basculer dans une autre catégorie, celle des plus grands clubs français. Sauf que 17 ans plus tard, le réveil est dur, très dur même. Car au moment où je m'enregistre, le club est au bord de la liquidation judiciaire. Relégué de division en division, écrasé sous les dettes et incapable de se relever, les Girondins sont à deux doigts de disparaître. Alors comment l'un des clubs les plus importants de France a-t-il pu chuter autant? Entre un stade mal conçu, des fonds vautours et des escrocs, les sauveurs d'hier ont fini par avoir la peau de Bordeaux. Alors pour comprendre la suite, faut d'abord que je vous parle de l'histoire de ce club. Parce que les Girondins de Bordeaux dans les années 2000, c'est vraiment un mastodonte du foot français. Ils ont déjà 5 titres de champion de France et surtout un actionnaire assez solide derrière, le groupe M6. Racheté en 1999 pour 12 petits millions d'euros, la société a permis aux Girondins de progresser. Mais en 2007, Jean-Louis Triot, le président, il veut vraiment passer un cap. Bordeaux vient de terminer vice-champion de France et il sent que l'équipe est à deux doigts de reprendre cette couronne. Alors cet été-là, il va prendre un pari assez fou pour l'époque, mettre Laurent Blanc sur le banc. Sauf que notre président national, à ce moment-là, il a jamais entraîné de sa vie. C'est l'ancien défenseur des champions du monde 98, mais il a jamais coaché. Le choix est donc ultra risqué, mais Lolo, il va faire ses preuves. Dès sa première saison, Bordeaux réalise un exercice record avec 75 points. Le problème c'est qu'une nouvelle fois, ça suffit pas. Le club termine deuxième derrière Lyon, et pour aller chercher les Lyonnais d'Aulas à cette époque, fallait être déterminé. Car certes, les Bordelais avaient des joueurs de qualité comme Ramé, Planus, Diarra ou Tremoulinas, mais il leur manquait un petit truc en plus, et ce petit truc en plus, Blanc va aller le chercher l'été qui suit. D'abord en signant Yoann Gouffran, récupéré à Caen, un ailier solide qui doit être un bon apport en attaque, puis en faisant venir celui qui va faire basculer le projet, Yoann Gourcuff. Arrivé en prêt, l'option d'achat va être très vite levée par la direction. Gourcuff devient le leader du jeu bordelais, toute l'équipe tourne autour de lui, il enchaîne les passes, les gestes techniques, les roulettes et les buts de grande classe, et cette saison-là, tout va s'aligner. L'effectif est profond, solide, à peu de blessures. Résultat, Bordeaux réussit enfin son objectif, être champion de France de Ligue 1. Et c'est pas tout, puisque le club gagne aussi le trophée des champions et la coupe de la Ligue. Un triplé historique, en grande partie signé Laurent Blanc. Lui, le novice, se retrouve élu entraîneur de l'année. Et il va complètement surfer sur la dynamique. Quelques mois plus tard, en Ligue des Champions, Bordeaux se retrouve dans le groupe de la mort avec la Juventus, le Bayern Munich et le Maccabi Haïfa. Autant dire que quand tu lis les noms, t'as plutôt chaud aux fesses. Et pourtant, les Girondins vont maîtriser ça. Ils terminent premier de leur poule et invaincus. Le tout avec 2 victoires aller-retour contre le Bayern et une autre contre la Juve à Chabandelmas. Alors certes, ils perdent contre les Lyonnais en quart de finale, mais avec ce niveau-là, Bordeaux c'est plus un simple club français, c'est vraiment un club qui compte en Europe. Le problème c'est que quand tu commences à t'installer à la table des grands, faut t'assurer d'avoir les reins solides, et ça va pas être franchement le cas au sein du club. Car à l'été 2010, l'équipe de France sort du scandale de Naïsna. Les sirènes sont de sortie, il faut sauver la sélection, alors Laurent Blanc se retrousse les manches et part à la rescousse. C'est beau pour la nation, mais avec son départ, c'est un peu toute la magie qui s'en va. Petit à petit, les 4 du titre vont faire pareil. Chamac s'en va libre à Arsenal, Gourcuff lui est vendu à Lyon quelques semaines plus tard, quant à Diarra, il tient encore une saison de plus avant de filer à l'OM. En 2 ans, l'ossature du titre de champion s'est totalement évaporée. Et les Girondins vont peu à peu rentrer dans le rang. Jean Tigana prend la relève, mais ça prend pas du tout. L'équipe termine 7ème, l'ambiance devient tendue et il démissionne après une seule saison. Puis Francis Gillot prend les commandes en juin 2011 et va rester 3 ans. Sans jamais retrouver les sommets, certes, mais il va quand même offrir au club un nouveau trophée, la Coupe de France en 2013. Gagné face à Evian Tonon Gaillard sur un doublé de Cheikh Diabaté et un but d'Henri Cévé.
Le truc, c'est qu'à côté de ça, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. On passe de la Ligue des Champions à la Ligue Europa, de jouer le titre à jouer l'Europe. Et au stade, ça va commencer à se ressentir. L'affluence diminue d'année en année, l'ambiance devient morose. Et pour ne rien arranger, le stade a de plus en plus de mal à passer les directives de l'UEFA. Alors, en vue de l'Euro 2016 organisé en France, Alain Juppé, le maire de la ville, va prendre une décision qui va avoir de grosses conséquences. Construire un nouveau stade. Le coût total du projet tourne autour des 184 millions d'euros, dont une grosse partie financée par de l'argent public. Forcément, dès le départ, le projet il fait polémique, avec certaines associations qui dénoncent un montage opaque, la localisation excentrée du centre-ville qui rend l'accès compliqué, et surtout le loyer que le club va devoir payer. On parle de quasiment 4 millions par an, pendant 30 ans. Alors ça va si le club performe bien, sauf que le club là, il n'est pas sur une forme olympique. Car après le départ de Francis Gillot, les Girondins vont enchaîner les coachs avec Willy Sagnol, Ulrich Ramé, Jocelyn Gourvenec ou Gustavo Poyet. Le tout pour des résultats franchement moyens. Englué dans le milieu de tableau, Bordeaux ne fait plus rêver. Et se retrouve avec un stade magnifique, flambant neuf, mais quasiment à moitié vide. Les 3/4 du temps, le stade fait environ 25 000 entrées pour une capacité de 42 000. Mais le loyer, lui, il continue de tomber. Chaque saison, le club perd donc de l'argent et chaque saison, M6 remet au pot. Sauf qu'au bout d'un moment, les dirigeants, ils en ont marre de sauver le club de l'eau. Et en 2018, on va atteindre le point de non-retour. Cette année-là, le groupe M6 rachète le pôle radio de RTL et pas mal d'autres chaînes pour plusieurs centaines de millions d'euros. Et pour financer tout ça, M6, il doit trouver du cash. Alors Nicolas de Taverneau, le patron du groupe, il va pas trop s'embêter. Nous avons réussi à vendre correctement le club. Dorénavant, nous voulons passer d'un groupe de télévision à un groupe média beaucoup plus large et revenir sur notre métier de base. Contre 100 millions d'euros, M6 abandonne un club encore debout certes, mais qui perd des millions chaque année. Donc pour se débarrasser de ça, il fallait trouver des investisseurs. Et le choix de ces repreneurs, il va être catastrophique, car d'un côté on a GACP, une société dirigée par Joe Dagrossa, un homme d'affaires américain, et de l'autre on a King Street, un fonds new-yorkais spécialisé dans la gestion de dettes. Au départ, GACP détient environ 14% des parts et King Street de son côté en a 86%. Pourtant, c'est Dagrossa qui devient le visage public du club. Il gère Bordeaux au quotidien et King Street, eux, ils restent un peu plus en retrait. Et là, tu dois sûrement sentir que ça va être le bordel. Déjà parce que les deux parties ont des visions totalement opposées pour Bordeaux. Dagrossa, il veut investir, développer et faire de grandes annonces. Alors que King Street préfère une gestion prudente, quasiment à l'euro près, portée par Frédéric Longuepée. Et surtout parce que le club a été racheté via un LBO. Et en général, quand tu rachètes un club avec un LBO, ça pue. En gros, c'est comme si tu rachetais une maison à crédit, mais au lieu de rembourser ce crédit toi-même, c'est la maison qui le rembourse. Appliqué à Bordeaux, ça veut dire que le club porte lui-même une partie de la dette liée à son rachat. Autrement dit, dès le premier jour, le club doit générer du cash pour rembourser son prêt. Et forcément, avec deux logiques aussi différentes, ça va finir par péter. À la fin de l'année 2019, Dagrossa est poussé vers la sortie et King Street rachète ses parts pour devenir l'unique propriétaire du club. Longuepée prend donc les rênes et c'est là que les supporters vont commencer à péter les plombs. D'abord car sur le terrain, l'équipe ne ressemble plus à rien. Malcolm est vendu contre un gros chèque et chaque jeune du centre de formation va servir à renflouer les caisses. Jules Koundé part à Séville pour 35 millions, puis l'année suivante c'est Aurélien Tchouaméni qui s'en va à Monaco pour 18 millions et surtout parce qu'en coulisses, c'est le souk, à tel point que les ultramarines vont sortir les Girondins Leaks. En plein Covid, des compilations d'enregistrements internes sont publiées et dézinguent la gestion du club. Les stades sont fermés, la billetterie est vidée et pour ne rien arranger, le diffuseur de la Ligue 1, il est condamné. Car oui, en 2020, Mediapro est devenu le nouveau diffuseur du championnat. Le tout avec un énorme contrat à plus de 1 milliard par saison. Sauf que Mediapro, il va jamais honorer ce contrat et avec le Covid, il fait même faillite. Résultat, tous les clubs français se retrouvent avec un gros trou dans les comptes, notamment Bordeaux. Et pour les propriétaires, pour qui un sou est un sou, quand il n'y a plus de sous, ils disent bisous. On est le 22 avril 2021 et dans un communiqué assez lunaire, King Street annonce purement et simplement qui quitte le club. Tout le monde est un peu choqué, Bicente Lizarazu, l'ancien capitaine du club, est écœuré. Quant au maire de Bordeaux, Pierre Urmic, il dit que ce rachat était très surprenant et très bancal de base.
Mais le problème, lui, il n'a pas changé. Bordeaux est placé sous la protection du tribunal de commerce et se retrouve avec un déficit entre 50 et 80 millions d'euros. Il faut donc trouver un repreneur d'urgence, sinon c'est le dépôt de bilan. Alors, plusieurs noms circulent comme Pascal Rigaud ou Bruno Fievet, des entrepreneurs locaux, mais il y en a surtout un qui va faire beaucoup parler, c'est celui de Gérard Lopez. Un homme d'affaires hispano-luxembourgeois assez connu dans le monde du sport, notamment pour son passage raté chez Lotus en Formule 1, puis pour son rachat, lui aussi raté, du LOSC en 2017. Les deux entités se sont retrouvées à chaque fois avec des dettes abyssales, sans oublier le club belge de Moucron et le club portugais de Boavista qui sont eux aussi en galère à cause de lui. Autant dire que quand ce mec arrive dans les petits papiers pour reprendre ta société, normalement, tu fuis. Mais là, bizarrement, le tribunal va l'écouter. Il propose un montage assez simple pour acheter le club avec 8 millions d'apports personnels et évidemment de la dette. Visiblement pour tout le monde, c'est ok. Lopez affiche une grande vision et dira même en conférence de presse « Le club ne peut pas exister dans une deuxième moitié de tableau. Mon ambition, c'est d'aller chercher les places européennes. » Pour lui, c'est clairement le sauveur des Girondins, sauf que très vite, le sauveur va se transformer en marchand de tapis. Car dès la première saison sous sa direction, tout va vriller. Vladimir Petkovic arrive sur le banc avec l'un des plus gros salaires de Ligue 1. On recrute Jean Onana ou Mbaye Niang, mais les résultats, ils sont cata. À la mi-saison, l'équipe a déjà encaissé 43 buts, c'est la pire défense du championnat, et le club se retrouve 16e avec un seul petit point d'avance sur la zone rouge. Il faut changer quelque chose, alors Petkovic est mis à la porte, Plasil prend l'intérim et David Guillon arrive en pompier de service, sauf qu'il n'y a rien qui change. La défense continue de concéder des pions, termine avec 91 buts encaissés et remporte le trophée de pire défense d'Europe. Et malgré les 11 buts de Wang, tu peux pas faire grand chose avec ça. Bordeaux finit dernier de Ligue 1 et est relégué en Ligue 2. Pour la première fois depuis plus de 60 ans, le club au scapulaire jouera en deuxième division. C'est déjà dramatique en soi, mais au vu de ses finances, c'est encore plus une catastrophe. La DNCG décide de rétrograder le club en national à cause d'une dette à plus de 50 millions d'euros. Mais grâce à la vente de Sekou Mara à Southampton pour 12 millions, l'instance fait machine arrière et les conserve en Ligue 2, mais sous des conditions strictes. On parle de baisse de salaire drastique, de vente forcée et d'apport en cash immédiat. Alors Lopez s'exécute et remet 40 millions, ce qui fait de Bordeaux de loin le plus gros budget de toute la division pour la saison à venir. L'objectif est clair, on veut remonter direct. Et pendant une bonne partie du championnat, ça va marcher. Bordeaux joue clairement le top 2. Et à 2 journées de la fin, les Girondins sont toujours deuxième avec 3 points d'avance sur Metz. Le problème, c'est que quand la chance n'est plus de ton côté, tu continues de t'enfoncer. Lors de l'avant-dernière journée, l'équipe se déplace à Annecy et un peu tétanisée par l'enjeu, elle va faire un quasi non-match, perd 1-0 et se retrouve 3e pour la première fois depuis des mois. On est donc à la dernière journée, Metz et Bordeaux sont tous les deux à 69 points, mais les Messins ont 3 buts d'avance à la différence de but. Il faut donc que Bordeaux gagne, et si possible, avec un gros score pour repasser devant. À domicile contre Rodez, c'est là où le club doit officiellement renaître, sauf qu'il va définitivement brûler. À la 22e minute, Lucas Buade ouvre le score pour Rodez. Et au moment de célébrer, un supporter descend des tribunes et va le bousculer. Le joueur est évacué à l'hôpital, le match est définitivement arrêté et quelques jours plus tard, la sanction tombe, Bordeaux perd sur tapis vert. La montée est manquée, les Girondins doivent jouer une nouvelle saison en Ligue 2 et sur le plan financier, l'addition elle est très salée. Les revenus d'un retour en Ligue 1 n'arriveront jamais et le club doit encore vendre pour sauver ce qu'il reste. Dylan Bakwa et Junior Mwanga sont vendus à Strasbourg pour un pack à 20 millions. Et la saison 2023-2024 ressemble à celle de l'abandon. Les résultats sont moyens, Guillon est remplacé en cours de saison par Albert Hierra et le maintien est assuré, sans vraiment plus. Financièrement, c'est toujours aussi problématique, avec une masse salariale 2 fois supérieure au chiffre d'affaires du club. Concrètement, on fait les fonds de tiroir, mais il reste plus grand chose. Et c'est dans ce contexte que va arriver le dernier espoir de sauvetage, les négociations avec Fenway Sports Group. Les propriétaires de Liverpool et des Red Sox de Boston sont intéressés par le projet. Pendant
Pendant plusieurs mois, le dossier il avance bien, mais en juillet 2024, Fenway annonce finalement qu'il se retire, évoquant le coût du stade dans les années à venir et le contexte économique du foot français. Autrement dit, même un groupe américain solide juge le dossier bordelais trop complexe. Et après le retrait de Fenway, plus aucune porte de sortie ne va se présenter. 15 jours plus tard, le couperet tombe, Bordeaux est placé en redressement judiciaire. Le club perd tout simplement son statut professionnel, ce qui veut dire que tous les contrats des joueurs sont résiliés, le centre de formation ferme ses portes et plus de 85 salariés sont licenciés. La dette déclarée au tribunal atteint les 95 millions d'euros, répartis entre 436 créanciers différents. Le premier étant évidemment Gérard Lopez, à qui le club doit 41 millions. La région Bordeaux Métropole suit avec 20 millions de loyers impayés du stade. Et on a aussi des artisans, des hôtels et des commerçants qui restent dans l'attente d'être remboursés. La DNCG est obligée de sévir et envoie les Girondins en National 2. Bruno Irles prend les commandes de la nouvelle équipe qui ressemble plus à grand chose. Pour la plupart, ce sont des joueurs semi-pro, des jeunes qui étaient au centre de formation et des anciens qui viennent aider comme Rio Mavuba ou Paul Bice. Sur le terrain, cette première saison en National 2 va d'ailleurs être pas mal. Portée par l'envie de rebondir, l'équipe se maintient en haut du classement quasi toute la saison sans réussir à décrocher la montée. En revanche, en coulisses, c'est toujours le bourbier. L'été dernier, un nouveau repreneur potentiel a fait son apparition. Oliver Kahn, l'ancienne légende du Bayern Munich reconverti dans les affaires, voudrait mettre plusieurs millions sur la table. L'espoir renaît un petit peu, sauf qu'assez vite, le dossier finit par capoter, faute de garantie suffisante. Résultat, sans alternative crédible, le tribunal décide de valider le plan de continuation de Gérard Lopez. La dette du club passe de 95 millions à 26 millions, remboursable sur 11 ans, et Lopez remet la main au pot pour boucler le budget. Cette année, Bordeaux visait donc une nouvelle fois la montée en nationale, mais une nouvelle fois, les Girondins vont échouer. En terminant deuxième, le club rate le coche encore une fois, et cet échec ressemble à celui de trop. Car cet été, la DNCG a réclamé environ 10 millions pour faire une nouvelle saison. Sauf que cette fois-ci, Lopez ne peut plus suivre. Le fonds britannique Sparta Capital, qui comptait combler le trou, s'est retiré au dernier moment et c'est désormais officiel, Bordeaux est exclu de toutes les compétitions nationales. Le club au scapulaire devra jouer en Régional 1 l'année prochaine, mais surtout, il risque la liquidation judiciaire. Pour un club sextuple champion de France qui a vu passer des Zidane, Tigana ou Lizarazu et qui a battu la Juve ou le Bayern, cette disparition ressemble à un affront. Un affront pour les anciens d'abord, qui ont créé la légende de ce club au fil des ans. Et un affront pour les nouveaux, qui ne verront peut-être jamais leur équipe briller de nouveau. Car quand un club cesse d'appartenir à sa ville et à ses supporters, c'est souvent le début de la fin. Puisqu'il devient alors un simple actif financier, placé entre les mains de gens qui ne vivent jamais la défaite du moment. Voilà, c'était une petite vidéo sur la chute des Girondins de Bordeaux, j'espère qu'elle vous a plu. Alors vous, si vous étiez proprio de Bordeaux, vous commenceriez par quoi pour relancer le club? Dites-moi tout ça en commentaire. Sinon pour info, mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast, donc pour ceux qui veulent écouter dans la voiture ou à la salle, vous pouvez y aller. Et aussi, petit rappel, si vous voulez suivre l'actu foot, chaque lundi matin j'envoie un mail qui résume toute l'actu de la semaine. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.